que l'économie actuelle soit transformée par l'informatisation, c'est une évidence, mais l'importance du phénomène est masquée par la banalité de la vie quotidienne et puis par le caractère technique que l'on associe à l'informatique. Technique et bien sûr ennuyeux. Et donc, pour évaluer la portée de l'informatisation, il est intéressant de la comparer à une autre grande évolution qui s'est produite dans l'histoire de nos sociétés, celle qui s'est produite avec l'industrialisation. L'industrialisation s'est appuyée sur la synergie entre la mécanique, la chimie et l'énergie, et notamment l'électricité et le pétrole. Et elle a transformé la société lorsqu'elle s'est déployée avec l'extension du salariat, la naissance de la classe ouvrière, l'urbanisation, le déploiement de systèmes d'enseignement et de santé. Elle s'est accompagnée d'un allongement de la durée de vie de la population qui est passée de 30 ans à peu près à 80 et aussi d'une multiplication de l'espèce humaine qui a été multipliée par 6 en 2 siècles. Et au global, d'une augmentation du bien-être matériel qu'il faut bien sûr distinguer du bonheur, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et puis, pour garantir leurs approvisionnements et leurs débouchés, les nations industrielles se sont fait la guerre et elles ont colonisé les pays qui ne s'étaient pas industrialisés et qui sont devenus la proie des pays riches. La Chine, par exemple, qui était au XVIIe siècle la plus prospère des nations et qui avait fait l'admiration des missionnaires jésuites, est devenue au XIXe siècle un gâteau que les grandes nations européennes se sont partagées. Alors l'économie informatisée s'appuie, elle, sur une autre synergie, celle qui fonctionne entre la microélectronique, le logiciel et les réseaux, et elle permet d'automatiser la production, ce qui a d'ailleurs réduit l'emploi dans l'industrie assez fortement depuis en gros 1975. L'industrie n'avait pas détruit l'agriculture, au contraire, elle lui a procuré une productivité qui permet à 3% de la population active de nourrir les 100% qui restent, tandis qu'au début du XIXe siècle, il fallait que les 2/3 de la population active se consacrent à l'agriculture pour pouvoir nourrir l'ensemble de la population. De même, l'informatisation ne détruit pas l'industrie, au contraire, elle lui permet de se développer sous des formes nouvelles, mais elle réduit ses effectifs et du coup le lien entre la production et l'emploi se distend, alors qu'il était pratiquement assuré de façon automatique avec le système fordiste. Le système productif informatisé et automatisé est transformé en profondeur. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut avoir un raisonnement en termes d'équilibre général, comme disent les économistes. C'est-à-dire qu'il faut considérer l'ensemble du fonctionnement de l'économie et non pas telle ou telle de ses parties. On doit considérer la façon dont on produit, la façon dont on consomme, la façon dont la richesse est répartie et la forme que peuvent prendre l'équilibre économique et les relations d'échange. Les économistes ont peut-être trop tendance à se complaire à des études plus ou moins érudites qui considèrent des équilibres partiels et du coup, le nœud de l'affaire leur échappe. Et ils prennent le risque de rater ce qui est essentiel. Alors, l'automatisation de la production a eu pour effet de rendre pratiquement négligeable le coût marginal des produits. C'est évident pour les techniques de la microélectronique ou du logiciel. Multiplier un programme informatique par des milliers d'exemplaires ne coûte rien, et de même, multiplier une puce électronique par des millions d'exemplaires ne coûte pratiquement rien par rapport au coût de la conception initiale. Tout le coût réside dans le capital fixe qui est accumulé lors de l'investissement initial. Et donc, le rendement d'échelle étant devenu croissant, l'entreprise va naturellement viser le marché le plus large. Dans une telle économie, la mondialisation est endogène. En fait, inévitablement, à partir du moment où le coût marginal est nul, on doit viser le marché mondial le plus important possible pour équilibrer le coût fixe que l'on a dépensé au départ. De même, le risque d'entreprise est devenu maximal. La vie de l'entrepreneur est devenue très dangereuse parce que, à partir du moment où vous avez tout dépensé lors de la phase initiale d'investissement et de conception, vous n'avez aucune espèce de garde-fou, vous n'avez eu aucune réponse du marché, vous n'avez eu non plus aucune réaction de la concurrence, et vous devez
vous menez une vie dangereuse. Et le chef d'entreprise devient en quelque sorte, ça devient aussi risqué que de jouer au poker. On démontre assez facilement, mais je vais passer sur les détails techniques, que dans une telle économie, le marché va s'équilibrer sous le régime de la concurrence monopoliste et évidemment, cette forme d'équilibre rend tout à fait obsolète les raisonnements classiques sur le monopole, sur la concurrence et sur l'opposition polaire entre ces deux régimes extrêmes. On peut démontrer aussi, et là aussi je glisse sur les démonstrations, que la plupart des produits deviennent des assemblages de biens et de services élaborés par des partenariats. Et on démontre que la cohésion de ces on constate d'ailleurs que la cohésion de ces assemblages et l'interopérabilité des partenariats sont assurés par un système d'information qui est comme le mortier qui tient les briques. Et cette évolution du système productif a démarré aux alentours de 1975, suite peut-être aux mouvements sociaux de 68 et à la crise pétrolière de 73. Elle a été très rapide et elle a frappé d'obsolescence les structures institutionnelles qui s'étaient lentement ajustées à l'industrialisation. Il en résulte dans les pays riches une crise multiforme. L'emploi ne s'équilibre plus, l'ascenseur social par les études ne fonctionne plus, la classe moyenne s'appauvrit, l'écart des revenus s'élargit et la démoralisation s'étend avec les signes trop évidents qui sont l'épidémie d'obésité et de consommation de drogue. Alors que le système productif est plus efficace que jamais, l'économie connaît un déséquilibre qui altère son efficacité, qui est différent de celui qu'elle a connu dans les années 30, mais qui est d'une profondeur comparable. Et cependant, certains pays pauvres qui sont devenus émergents ont pu maintenir, grâce au bas niveau de salaire qu'ils pratiquent, la rentabilité de techniques anciennes qui étaient devenues obsolètes dans les pays riches et qu'ils ont hébergées. Ce qui a d'ailleurs ralenti d'autant, bien sûr, le glissement vers la nouvelle structure économique. Et la délocalisation de ces industries anciennes, qui est venue se nicher chez eux, leur a permis de conquérir des parts de marché et leur a procuré une croissance d'autant plus rapide qu'il s'agit en fait d'un phénomène de rattrapage. Et on court bien plus vite quand on rattrape quelqu'un que quand on est le premier à courir devant. Et la dynamique ainsi créée les a propulsés et leur a permis de se placer au-delà même de ces techniques obsolètes qu'ils hébergeaient, au-delà de ce rattrapage, vers le système technique informatisé. Et ils se positionnent dès à présent dans les techniques de pointe du cloud computing, de la téléphonie dite intelligente, du livre électronique, etc. Alors évidemment, ils connaissent eux aussi un déséquilibre, leur structure sociale est mise sous tension parce que les écarts de revenus se creusent. Mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ont le moral. Alors que les pays riches sont démoralisés globalement, les pays émergents ont la pêche. Ainsi, les cartes de la géopolitique se redistribuent. Les nations riches sont en train de perdre leur prééminence, elles l'ont toujours, mais en réalité, l'écart se comble. Alors on peut se réjouir de voir les pauvres accéder enfin au bien-être. En soi, c'est une excellente chose. Mais il ne s'agit pas seulement d'économie. Chaque nation est porteuse de valeurs qu'elle a héritées de son histoire. Nous sommes porteurs de notre République, ça n'est pas rien. Ces valeurs méritent de continuer à s'exprimer dans le concert des nations. Or, une loi cruelle réserve aux plus prospères et aux plus riches et aux plus puissants le droit à la parole. Et nous risquons de le perdre.